Le sol en marbre blanc de la banque centrale de Pinford brillait sous les rayons filtrés du soleil hivernal. Le hall résonnait des talons de clients bien habillés, du cliquetis des claviers d'ordinateur et du rire feutré des conseillers clients derrière leurs bureaux de verre. Tout était propre, poli, parfait. Un temple moderne de la finance. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et que le silence tombe. Un homme venait d'entrer. Pas n'importe quel homme. Un vieillard noir à la barbe blanche, vêtu d'un manteau râpé aux coutures décousues, d'un pantalon de toile usé jusqu'à la trame et d'une paire de chaussures couvertes de poussière. Dans sa main tremblante, il portait un sac en toile rugueuse, presque aussi vieux que lui, gonflé de quelque chose de lourd. Il avança lentement, traînant légèrement la jambe droite. Personne ne lui parla, mais tout le monde le regarda. Et puis, une voix osa briser le silence. « Papy, les soupes populaires, c'est 2 rues plus bas. » Rires étouffés. Une jeune femme derrière un guichet pouffa et se cacha derrière son écran. Un conseiller client murmura quelque chose à son collègue qui éclata de rire. Le vieil homme ne répondit pas. Il s'avança au centre du hall, planta ses pieds dans le marbre et d'une voix incroyablement ferme pour quelqu'un de son apparence, déclara « Je suis venu reprendre ce qui m'appartient, cette banque. » Les rires fusèrent. « Bien sûr, » répondit un homme en costume gris clair, sarcastique. « Et moi je suis le prince de Monaco. »« Tu devrais voir l'état de son sac, » ajouta un autre. « Il cache sûrement l'arme du crime. » Un vigile approcha prudemment. « Monsieur, je vais vous demander de sortir, maintenant. » Mais le vieil homme, impassible, murmura « Touchez-moi et vous le regretterez. » Son regard, bien que fatigué, avait cette étincelle, cette chaleur contenue, une lumière dangereuse. Il laissa alors tomber son sac. Tump. Le bruit sourd du cuir frappant le marbre. Les rires cessèrent. Quelques clients se reculèrent instinctivement. L'un d'eux attrapa son téléphone discrètement. « C'est pas une bombe au moins », lança une voix nerveuse. Le vieil homme s'agenouilla lentement, ouvrit son sac et sortit un vieux registre de cuir, des liasses de billets anciens et une enveloppe cachetée à la cire noire portant un symbole étrange, une sorte d'arbre sans feuilles, aux racines profondes. « Je m'appelle Luther Gray », dit-il calmement, les yeux dans ceux du directeur qui venait d'apparaître à l'étage, attiré par le remue-ménage. « Et voici la preuve que cette banque, c'est moi qui l'ai fondée. » À cette époque, Pinford n'était qu'un petit village agricole du sud. Des routes de terre rouge, des bâtisses en bois, un unique médecin et surtout, aucune banque. Pour déposer son argent, il fallait faire 50 kilomètres vers la grande ville, Newhart. Mais un jeune homme noir, au regard déterminé et à l'esprit visionnaire, rêvait de changer cela. Luther Gray, 26 ans, fils d'un fermier et d'une sage-femme, n'était pas comme les autres. Il avait étudié la comptabilité par correspondance, économisant chaque cent gagné, en travaillant dans les champs et en faisant des réparations pour les voisins. Sa mère disait de lui, « Luther, tu es né avec les chiffres dans le sang, mais ton cœur est trop doux pour Wall Street. » Et c'était vrai. Luther ne voulait pas s'enrichir. Il voulait aider sa communauté à s'élever. « Tu veux faire une banque pour les pauvres ?» lui avait dit un jour Édouard Marin, un homme blanc ambitieux venu de la côte Est. « Pas pour les pauvres », avait corrigé Luther, « pour les oubliés. Ceux à qui personne ne fait confiance. » Edward et lui s'étaient rencontrés par hasard, au marché de Pinford. Un jeune diplômé de Yale venu rendre visite à un oncle malade. Il avait été fasciné par l'éloquence de Luther, par son rêve, par cette idée folle d'une banque humaine, locale, enracinée dans la terre rouge de Pinford. Pendant 2 ans, ils travaillèrent ensemble à bâtir ce projet. Edward avait les relations, Luther la vision. Ils appelèrent l'établissement Banque centrale de Pinford. Mais sur les premiers papiers, un détail clochait. « Pourquoi ton nom étant plus petit ?» demanda Luther en voyant la première esquisse de la plaque d'entrée. Edward avait souri, un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Ce n'est qu'un détail de mise en page, Luther, rien d'important. »
Le jour de l'ouverture, la foule se pressait sur la place. C'était la première fois que noir et blanc faisaient la queue ensemble, dans le même bâtiment, sans séparation. Une révolution silencieuse. Luther avait fait graver ses initiales à la base de la première colonne, LG. Juste à côté, Edward fit placer une sculpture en bronze de l'arbre de Pinford, le symbole de la ville. Tout semblait parfait. Mais dans l'ombre, les convoitises naissaient déjà. De grandes banques, des investisseurs extérieurs, voyaient dans Pinford un nouveau marché. Et Luther, avec son idéalisme et ses prêts faciles, devenait un obstacle. « Tu es trop sentimental, Luther », lui répétait Edward. « Il faut penser rendement, pas reconnaissance. » Mais Luther persistait. Il soutenait des agriculteurs en difficulté. Il refusait les saisies. Il permettait des échéances souples. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Luther a alors 59 ans. Il a résisté aux pressions pendant 3 décennies. Il a vu la ville se transformer, s'agrandir, s'embellir. Mais il sent qu'un poison a commencé à se répandre. Les réunions sont tendues. Edward arrive souvent avec des hommes en costume qu'il refuse de nommer. Ce sont des partenaires potentiels, explique-t-il vaguement. Luther, lui, continue à se battre. Jusqu'à ce jour, un appel, une proposition, un piège. Edward l'invite à assister à un congrès bancaire sur un yacht privé. Luther hésite, mais accepte, pensant qu'il pourra défendre une dernière fois son modèle. Le navire ne revient jamais à terre. Une tempête, un naufrage. Aucun survivant annoncé. Les jours suivants, le choc à Pinford est immense. Le fondateur de la Banque centrale meurt en mer. Edward organise des funérailles symboliques. Il tient un discours émouvant. Il sort un testament, signé Luther Gray. Sauf que Luther n'a jamais signé ce papier. Et surtout, il n'est pas mort. Un pêcheur haïtien le retrouve échoué sur une plage des Caraïbes, inconscient, les poumons remplis d'eau. Sans papier, sans nom, il est hospitalisé puis pris pour un vagabond. Des semaines passent, puis des mois. Quand il revient enfin à Pinford, il est effacé. Luther Gray, mais vous êtes mort, monsieur. Le monde entier l'a enterré. Et sa part dans la banque, officiellement transférée à des héritiers, puis vendue à Edward Marin, qui devient l'unique propriétaire. De 1983 à 2023, 40 ans d'errance. Luther vit caché. Il change de ville, de nom, dort parfois dans des foyers. Il tente de se battre. Il va voir des avocats. Personne ne le croit. Vous êtes censé être mort. Vous n'avez aucune existence légale. Mais Luther n'abandonne pas. Il collecte les preuves. Il retrouve d'anciens employés. Il obtient des témoignages, des expertises graphologiques, des archives cachées. Il consacre sa vie entière à rassembler un dossier. Et un jour, son médecin lui annonce « Cancer, stade terminal ». Quand il pénètre dans le hall de la banque, ce matin-là, il ne cherche ni vengeance, ni argent. Il cherche la vérité et la justice, avant de mourir. Alors il comprend, le moment est venu. La salle est silencieuse, le décor est luxueux, boiseries d'acajou, portraits des anciens directeurs sur les murs. Luther Gray, affaibli mais digne, est assis à une extrémité de la longue table de réunion. À l'autre bout, Clay Marin, le petit-fils d'Edward, lit les documents que Luther vient de déposer sur la table. « Je ne comprends pas », murmure Clay. « Mon grand-père, il ne m'a jamais parlé de vous. Pas une seule fois. » « Et c'est bien là tout le problème, Clay, » répond Luther. « Il n'a pas seulement volé une banque, il a effacé une vie. » Sur l'un des documents, une signature attire l'attention de Clay. La signature de Luther, parfaitement identique à celle qu'il vient de voir sur un vieux registre. À côté, une autre signature, celle de son propre grand-père, mais légèrement différente de celle qu'il connaissait. Et un nom, Michaels & Partners, cabinet d'avocats, 1983. Clay fronce les sourcils. Ce cabinet, je crois qu'il existe encore. Luther hoche lentement la tête. Je les ai traqués pendant des années.
Et ce que j'ai trouvé dépasse la simple falsification. Nous replongeons dans un passé oublié. À l'époque, Luther et Edward avaient établi un pacte manuscrit avant même les statuts de la banque. Un accord moral, mais formel, rédigé à la main, signé à l'encre noire, sans témoin officiel. Un serment entre deux hommes. Si un jour, l'un de nous disparaît, la banque restera en attente pendant 1 an avant tout transfert de parts. Et si l'un de nous trahit les principes fondateurs, il perdra ses droits moraux sur l'institution. Clay reste figé. Vous avez conservé ce document? Luther ouvre lentement une vieille enveloppe scellée. À l'intérieur, un parchemin jauni, écrit de la main d'Edward lui-même. L'encre est intacte. En bas, 2 signatures. Il n'a jamais respecté ce pacte. Et la clause de trahison? Il l'a franchie dès qu'il a vendu nos idéaux à la finance spéculative. Clay, jusque-là sûr de lui, sent une pression s'écraser sur ses épaules. Il se lève, passe la main dans ses cheveux, regarde autour de lui. Les portraits sur les murs lui semblent soudain ironiques. Le regard dur d'Édouard de Marin, immortalisé en peinture, le fixe depuis le centre du mur du fond. J'ai été élevé à l'image de cet homme. Il était mon héros. Luther le fixe calmement. Et c'est souvent ça, le plus cruel. Ce ne sont pas les menteurs qu'on hait le plus. Ce sont les légendes qu'on admire et qu'on découvre fausses. Clay serre les poings. Si vous avez raison, alors je suis l'héritier d'un mensonge. Luther ne dit rien. Il sort une dernière pièce de son sac. Un magnétophone à cassette. Dessus, une étiquette. Confession, 1992. Clay tend la main. Qu'est-ce que c'est, Luther? La voix de votre grand-père. Quand il a commencé à perdre la mémoire, il a enregistré des messages. L'un d'eux m'a été remis par une infirmière en fin de vie, dans un hospice de Floride. Écoutez-le et vous saurez. La pièce s'assombrit. Clay appuie sur play. La voix de l'homme qu'il admirait remplit la salle. À qui trouvera ceci? Je vous dois la vérité. J'ai menti. J'ai trahi Luther. Il avait raison. Je n'aurais jamais dû vendre. Mais on m'a mis la pression. De grosses banques, un sénateur, des hommes dangereux. J'ai fait ce que j'ai cru nécessaire. Mais je n'ai pas su vivre avec. Je me suis condamné moi-même. Pinford n'a jamais su. Mon fils ne saura jamais. Mais peut-être un jour, quelqu'un comprendra. Silence. Clay éteint la cassette, les mains tremblantes. Des hommes dangereux, un sénateur. Vous saviez ça? J'en ai soupçonné certains, mais jamais rien de concret. Jusqu'à ce que je trouve le nom, celui qui liait Edward à Washington. Luther sort une feuille pliée en 4. Un télégramme d'archives daté de juin 1983. Confirmation du transfert. Opération Falcon validée. EM protégé. LG rayé. Clay lit les initiales. Opération Falcon. Qu'est-ce que c'est? Une opération secrète menée par un groupe de lobbyistes et de banquiers pour racheter en douce des institutions régionales à potentiel, par tous les moyens. Edward s'est laissé embarquer, et pour qu'il monte dans le train, il fallait me faire descendre. Clay serre le papier entre ses doigts. Vous étiez devenu une menace. Pas une menace, une conscience. Pendant ce temps, dans les bureaux du rez-de-chaussée, Elisa, la jeune employée qui avait été la première à défendre Luther, rassemble des archives. À mesure qu'elle compare les registres, elle découvre des incohérences. Signatures post-datées, mouvements bancaires, en dehors des heures légales, et même des dossiers clients mystérieusement effacés à certaines périodes. Elle appelle discrètement Madame Parker, l'employée la plus ancienne. Parker, regardez ça. Ces dossiers, ces noms. Certains ont disparu entre 1983 et 1985. Et tous étaient des clients proches de M. Gray. Parker fronce les sourcils. J'en reconnais certains. Des gens que Luther a aidés. Et puis, plus rien. Comme s'il n'avait jamais existé, Elisa, inquiète. C'est un nettoyage, un effacement. Une purge organisée. À quelques rues de là, une journaliste locale, June Trask, reçoit un appel anonyme. Allez à la banque centrale. Un vieil homme vient de renverser l'histoire. Il dit qu'il a fondé la banque. Et il a les preuves.
June attrape son sac, son micro, et fonce. Elle sent le scoop du siècle. Mais ce qu'elle découvrira va bien au-delà d'un simple mensonge d'entreprise. La ville semblait ne pas savoir encore ce qui se jouait entre les murs de la banque centrale. Seuls quelques employés, quelques anciens clients, et Clay Marin en étaient témoins. Mais ce silence, lourd, menaçait d'exploser. À la sortie de la banque, Luther Gray fut escorté discrètement jusqu'à un motel par Elisa, Clay et Madame Parker. Ils avaient le compris qu'il n'était plus en sécurité. « Je vous jure », déclara Clay, en fermant la porte derrière lui. « Si ce que vous racontez sur Falcon est vrai, alors il n'y a plus qu'une histoire de pouvoir local ici. » Luther s'assit sur le lit, épuisé. Il ne portait plus son manteau râpé. Pour la première fois, il semblait nu. Fatigué, mais pas brisé. « Tu n'as encore rien vu, Clay. » Le nom surgit dans les papiers, Hamilton Ward. Ancien sénateur du Sud-Est, proche du clan Marin dans les années 80. À la retraite aujourd'hui, il vit reclus dans une propriété ultra sécurisée sur les hauteurs de Charleston. Clay, déterminé à comprendre, appelle un contact. Rebecca Lang, une analyste financière devenue enquêtrice indépendante. Elle a quitté Wall Street après avoir découvert un réseau de fraude bancaire impliquant des juges, des politiciens et des banquiers. Son surnom ? La chasseresse des archives. « Tu dis que ton grand-père faisait partie de Falcon ?» demande-t-elle. « Je crois qu'il a été impliqué, malgré lui. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Luther Gray qui me pousse à remonter jusqu'au sommet. » Rebecca accepte. En moins de 48 heures, elle retrouve des documents classifiés déclassés, des notes du FBI, des rapports du département du Trésor, et surtout une note interne d'un certain J.W. Heller, ancien directeur d'un programme de restructuration bancaire gouvernementale. Dans cette note, 3 noms: Luther Gray, menace communautaire; Edward Marin, actif coopératif; Pineford Bank, point stratégique pour implantation économique sud-est. De retour à Pineford, June Trask, la journaliste, rencontre Luther dans le motel. Elle l'interviewe, sans caméra, juste un micro. L'interview dure 2 heures. Une voix calme, posée, mais bouleversante. Elle ne le sait pas encore. Mais cette bande audio, une fois publiée, deviendra virale. Le lendemain, elle reçoit un message anonyme. « Si tu publies ça, tu signes ton arrêt de mort. » Falcon n'a jamais été dissous. Elle hésite. Mais elle n'est pas du genre à reculer. Elle envoie le fichier à plusieurs contacts. Un blogueur d'investigation, un ancien procureur et un média indépendant. Elle se sait surveillée. Cette nuit-là, Luther est seul dans sa chambre. Madame Parker est allée chercher des affaires. Elisa s'est endormie sur une chaise dans le couloir. Clay est au téléphone. Vers 3h47 du matin, un homme en costume noir entre dans le motel, prétendument de la sécurité municipale. Il monte à l'étage, silencieusement. Il a un badge, une oreillette. Il pousse doucement la porte de la chambre de Luther. Il sort un petit flacon, un liquide clair. À ses doigts, une paire de gants fins. Il s'approche du verre d'eau posé sur la table de nuit. Il ne verra jamais le coup venir. Un bruit sec, une chaise renversée. Elisa, réveillée par instinct, se jette sur lui. Elle hurle. Clay surgit, téléphone toujours en main. Il immobilise l'homme pendant que Luther se redresse, confus. La police arrive, mais l'homme est relâché 2 heures plus tard. Motif ? Malentendu. Clay comprend alors. Ils sont seuls. Un appel leur parvient de Floride. Une certaine Nancy Lowell, ancienne infirmière dans un hospice où Edward Marin a fini ses jours, veut parler. Elle raconte comment, dans ces derniers mois, Edward ne cessait de répéter « Il reviendra, il finira par revenir ». Elle ajoute qu'un jour, elle a trouvé une boîte cachée dans sa chambre, avec un vieux revolver, des lettres non envoyées et un dossier marqué « LG », à ne pas laisser tomber entre de mauvaises mains. Nancy a tout conservé, et elle veut remettre le tout à Luther en personne. Contre toute prudence, Clay, Luther et Elisa décident d'aller rencontrer Nancy. Ils partent discrètement.
Parker reste en contact depuis Pineford. À Charleston, Nancy est âgée, mais vive. Elle donne le dossier à Luther, les mains tremblantes. À l'intérieur, une photo jamais vue auparavant. Luther et Edward, main dans la main, devant la première pierre de la banque. Derrière, un homme inconnu, que Luther n'identifie pas. Nancy murmure. Celui-là, il venait souvent à l'hospice. Un certain Monsieur Hale. Il disait avoir été un ami d'affaires. Mais moi je crois qu'il le surveillait. Le soir même, alors qu'il dîne dans un petit restaurant de Charleston, Luther sent un regard. Un homme, seul à une table, lit un journal. Mais ses yeux, eux, ne quittent pas Luther. Quand Clay se lève pour lui faire face, il a disparu. La ville dort encore. Mais dans le silence froid du petit matin, les lumières s'allument une à une dans la banque centrale. Clay, Luther et Elisa sont là, seuls. Clay a pris soin de couper les caméras internes et d'envoyer le personnel en formation dans une autre aile du bâtiment. Ce matin, la porte du sous-sol s'ouvrira. Une trappe métallique, dissimulée sous une moquette vieillotte dans une pièce de stockage, donne accès à une échelle rouillée. À l'origine, il s'agissait d'un ancien coffre-fort secondaire. Puis, dans les années 80, il fut scellé. « Pourquoi ici ?» murmure Elisa, une lampe torche à la main. « Parce que c'est là qu'ils ont enterré ce qu'ils ne pouvaient pas détruire », répond Luther. Ils descendent un à un. L'air est humide, moisi. La lumière de leur torche balaie les murs de pierre. Au fond, une porte blindée, 3 verrous, une clé ancienne et un cadenas électronique qui, étrangement, fonctionne encore. Clay compose une combinaison qu'il a trouvée sur un ancien carnet de son grand-père. Le cadenas clique. Ils entrent. L'intérieur est un petit sanctuaire de métal et de béton, des boîtes d'archives, des dossiers, des cassettes VHS, des carnets. Sur l'un des murs, une photo encadrée. Edward Marin, Hamilton Ward, et un troisième homme encore inconnu, souriant devant un plan de la banque. « Celui du restaurant !» souffle Clay. Le regard, c'est lui, mais il n'a pas vieilli. « C'est impossible !» murmure Elisa. « Ou alors, il est encore actif. » Dans l'une des boîtes, il découvre le dossier original, Projet Falcon, phase 3. À l'intérieur, une carte des États-Unis avec 14 cercles rouges, des villes comme Pineford, mais aussi d'autres oubliées. Une liste de fondateurs noirs, latinos ou amérindiens, tous déclarés morts entre 1981 et 1985. Des relevés bancaires montrant des transferts massifs de parts vers des entités fictives. Un fichier audio marquant, cibles effacées, structures intégrées. Aucun fondateur ne doit survivre. Signé H. Luther chancelle. Je n'étais pas seul, on était des dizaines. Et ils ont tous disparu. Elisa, choquée, regarde les visages sur les fiches. Des hommes et femmes visionnaires, réduits à des noms rayés à l'encre rouge. Dans une mallette noire scellée, ils trouvent un carnet recouvert de cuir humain. À l'intérieur, un langage codé. Mais Luther, lentement, déchiffre quelques lignes. Il s'agit d'un journal tenu par Edward. Un journal où il décrit ses hésitations, ses craintes et sa participation involontaire à une structure bien plus vaste. Le consortium 33. Il y avait une réunion tous les 33 mois. 33 directeurs, 33 comptes secrets. Et une directive, effacer toute banque fondée hors des réseaux traditionnels. Ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de contrôle. Et Pineford n'était que la pièce 3 sur 33. Pendant ce temps, June Trask, la journaliste, publie enfin l'enregistrement audio de Luther Gray et un résumé de ses découvertes sur Falcon. Elle le publie en simultané sur plusieurs plateformes, YouTube, Twitter, TikTok. En moins de 4 heures, l'histoire devient virale. Le nom de Luther Gray inonde les réseaux sociaux. Des hashtags émergent, le Luther Vérité, Banque Noire, effacé. Projet Falcon. La presse nationale commence à s'y intéresser. Le FBI reçoit des centaines de signalements. Mais quelque chose coince.
Les enquêteurs se heurtent à un mur administratif. Les preuves sont là. Pourquoi ça ne bouge pas? S'interroge June. Une seule réponse semble possible. Quelqu'un contrôle toujours le jeu. Clay, désormais totalement acquis à la cause de Luther, décide d'un acte fort. Publier l'intégralité des archives souterraines. Pas seulement l'histoire de son grand-père, mais toutes les pièces du puzzle. C'est fini, dit-il. S'ils veulent m'abattre, qu'ils le fassent devant le monde entier. Il organise une conférence de presse. Elisa, elle, reçoit un appel. Une voix modifiée. Si vous publiez ces documents, nous sortirons vos proches de l'ombre. Vous pensez que c'est juste un combat moral? Réfléchissez bien, mademoiselle. Elle raccroche. Les mains tremblent. Mais elle regarde Luther et murmure. Alors qu'ils viennent. Mais cette fois, ce sera eux, dans la lumière. Mais au sein même de la banque, tout le monde n'est pas avec eux. Madame Parker, l'employée fidèle, découvre un badge d'accès récent dans un tiroir. Un badge à un nom inconnu. Elle le montre à Clay. Il vérifie dans le système. Le badge est actif depuis 3 jours. Il donne accès au sous-sol. Quelqu'un est déjà venu. Il consulte les caméras externes, floues, brouillées. Mais sur une image arrêtée, un visage. Les rues sont méconnaissables. Des journalistes venus de tout le pays. Des caméras. Des manifestants tenant des pancartes. Justice pour Luther Gray. Falcon exposé. Banque de sang. Des hélicoptères dans le ciel. La banque est cernée. Mais à l'intérieur, c'est le calme avant la tempête. Luther, Clay, Elisa, June Trask et Madame Parker sont là. Ils ont tout publié. Les documents, les enregistrements, les vidéos, les signatures, les preuves de comptes offshore, les opérations de rachat fictives, les 32 autres victimes de Falcon. Tout est en ligne, inarrêtable. Mais ce matin-là, un fax arrive, en silence. Un message, signé d'un simple H. Vous pensez avoir gagné? Rencontrez-moi, seul, ce soir, 23 h. L'endroit où tout a commencé. Celui de l'homme du restaurant. Luther serre la feuille entre ses doigts. Il veut un dernier acte. Alors, il l'aura. La brume est épaisse. Chaque pas écrase les feuilles mortes comme des souvenirs brisés. Au milieu des pierres tombales, une silhouette attend. Un homme en manteau long. Des cheveux blancs impeccables. Une canne en ébène. Et ce regard, glacial. Luther Gray, toujours vivant. H, je présume. Ou dois-je vous appeler Hale? L'homme sourit. Vous n'avez jamais été qu'un pion. Votre idéalisme était une menace. Mais ce que vous ignorez, c'est que même votre effacement faisait partie du plan. Luther garde le silence. Hale continue. Vous croyez avoir levé le voile? Vous n'avez révélé qu'une mue. La vraie bête est plus ancienne, plus enracinée. Vous avez peut-être éveillé les masses, mais elles sont comme les flammes. Elles dansent, puis s'éteignent. Et moi? Demande Luther. Je suis censé m'éteindre aussi? Hale s'approche. Il tend un papier. Un acte de cession complet. Avec la signature d'un tribunal fédéral. Le contrôle total de la banque centrale de Pinford. Un marché. Vous disparaissez. Vous signez ceci. On vous rend votre nom. Une dernière fois. En paix. Et nous fermons le dossier. Et si je refuse? Alors, les disparitions recommenceront. Ce que Hale ignore, c'est que tout est filmé. Grâce à June, un drone survole discrètement la zone. Une caméra thermique capte la conversation. En direct, diffusée, partout, sur tous les écrans, dans les rédactions, les réseaux. Le monde entend, voit, comprend. Dans les 48 heures suivantes, des procédures pénales sont lancées contre d'anciens sénateurs, avocats et PDG. Les familles des 32 victimes de Falcon sortent du silence. Des plaintes collectives sont déposées. Des mandats d'arrêt sont émis pour plusieurs membres du consortium 33. Hale, dont la véritable identité est révélée, Henry L. Hale III, conseiller secret d'une ancienne cellule bancaire militaire, est interpellé par les marshals. Résistance, menace d'extradition. Trop tard, il est arrêté en direct.
2 semaines plus tard. Luther repose dans un fauteuil sur la place centrale de Pineford. Entouré d'enfants, d'anciens clients, de journalistes, de musiciens, Clay a fait installer une statue à son effigie. Pas un Luther en costume, mais le Luther qui est entré dans la banque ce jour-là, vieux, fragile, mais debout. Une voix s'élève. C'est June qui lit son dernier message. Ils ont effacé mon nom, mais ils n'ont jamais pu effacer ma mémoire. Car chaque homme qui agit pour le bien grave quelque chose que le temps ne peut pas rayer. Pineford est transformé. La banque a été convertie en institution communautaire, rebaptisée Fondation Graham Marin pour la justice financière. Elle offre des prêts à taux zéro. Un musée est ouvert dans l'ancien sous-sol. L'histoire de Falcon est maintenant enseignée dans les universités. Elisa dirige une section d'archives nationales. Clay écrit un livre. June reçoit le prix Pulitzer. Madame Parker, à la retraite, donne des conférences. Et Luther, il est mort 2 semaines après la cérémonie. Paisiblement. Entouré. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Ce récit n'était pas seulement celui d'un vieil homme méprisé, mais celui de la vérité qu'on enterre trop souvent, celle des voix qu'on étouffe, des mémoires qu'on efface parce qu'elles dérangent. Luther Gray, bien qu'imaginaire, représente tant de personnes réelles que le monde a tenté de faire taire. Mais comme vous l'avez vu, la vérité finit toujours par ressurgir. Si cette histoire vous a touché, ému, bouleversé, alors elle a accompli sa mission. Merci d'avoir écouté, d'avoir ressenti, et surtout, d'avoir compris. À toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, votre présence compte. Votre attention donne vie à des récits qu'on pensait oubliés. Et si vous croyez, vous aussi, que certaines vérités méritent d'être entendues, alors partagez cette histoire. Faites-la vivre au-delà de l'écran, car ce n'est qu'ensemble que nous faisons reculer l'ombre. À très bientôt pour une nouvelle histoire, aussi humaine, aussi forte, et peut-être encore plus vraie.